Get away from her, you bitch! Après avoir survécu à l'attaque d'une créature extraterrestre, Ellen Ripley est retrouvée en stase dans une navette de sauvetage 57 ans après les événements. Réveillée par la compagnie Weyland, elle apprend que la planète où son équipage avait découvert le xénomorphe est désormais colonisée par des humains. Lorsque le contact avec la colonie est perdu, Ripley est contrainte d'accompagner une unité de Marines coloniaux pour enquêter, malgré ses réticences et ses traumatismes. Sur place, l'équipe découvre que la colonie a été ravagée par une horde de xénomorphes. Seule une petite fille, Newt, a survécu en se cachant. Prise au piège, les Marines sont décimés par les aliens et Ripley prend peu à peu le contrôle de la situation. Avec l'aide du caporal X et de l'androïde Bishop, elle affronte les créatures, dont une reine monstrueuse qui dirige la ruche. James Francis Cameron naît le 16 août 1954 au Canada. Fils aîné d'un ingénieur électricien et d'une artiste, il grandit dans un environnement qui mêle rigueur technique et créativité artistique. À l'âge de 17 ans, sa famille déménage en Californie, rapprochant Cameron de Hollywood. Pour subvenir à ses besoins, il enchaîne des petits boulots, notamment chauffeur routier, tout en nourrissant une ambition croissante pour le cinéma. Fasciné par 2001 de Stanley Kubrick, il commence à expérimenter avec une caméra 16 mm, filmant des modèles de vaisseaux spatiaux qu'il construit lui-même. En 1978, Cameron réalise son premier court-métrage, Xenogenesis, financé par un consortium de dentistes. Il y joue tous les rôles, réalisateur, scénariste, monteur et superviseur des effets spéciaux. Ce projet attire l'attention de Roger Corman, qui l'engage chez New World Pictures. Cameron y travaille sur des films comme Les Mercenaires de l'espace ou La Galaxie de la Terreur, en occupant des postes variés, directeur artistique, maquettiste, et participera également aux effets spéciaux de New York 1997 de John Carpenter. Sa première expérience en tant que réalisateur arrive en 1982 avec Piranha 2, Les Tueurs Volants, une suite au film de Joe Dante, cependant le tournage est chaotique. En désaccord avec le producteur, Cameron perd le contrôle artistique du projet. Frustré, il tente de s'introduire dans la salle de montage la nuit pour modifier le film, mais ces changements seront annulés. C'est en 1984 que Cameron connaît son premier grand succès avec Terminator. Tourné avec un budget modeste, il rapporte plus de 78 millions de dollars dans le monde. Cette réussite établit Cameron comme un talent prometteur et lance la carrière de Schwarzenegger. Entre Terminator et Aliens, Cameron écrit le scénario du bourrin Rambo 2, puis après le triomphe d'Aliens au box-office, il réalise Abyss, une œuvre ambitieuse mêlant science-fiction et exploration sous-marine, une de ses grandes passions. Bien que le film reçoive un accueil mitigé, il remporte un Oscar pour ses effets visuels. En 1991, Terminator 2 marque un nouveau jalon. Avec un budget de 100 millions de dollars, c'est l'un des films les plus coûteux de l'époque. Cameron y introduit des effets spéciaux novateurs, créés via des images de synthèse révolutionnaires. Le film est un succès colossal et remporte 4 Oscars techniques mérités. James Cameron tâte ensuite du film d'action pur et dur avec True Lies et offre un rôle sur mesure à Schwarzenegger dans un personnage à la James Bond. C'est spectaculaire, pas toujours très fin, mais ça reste un excellent moment de cinéma.
Dana, saute! Saute maintenant! Tu peux lâcher, saute maintenant! Mais Cameron atteint l'apogée de sa carrière avec Titanic. Malgré les doutes du studio, Titanic devient le premier film à dépasser le milliard de dollars au box-office mondial et remporte 11 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur montage pour Cameron lui-même. Après Titanic, il se tourne vers des documentaires sous-marins et ce n'est que 12 ans plus tard qu'il revient au cinéma avec Avatar, un projet qu'il mûrit depuis 1994. Ce film de science-fiction en 3D tourné avec des technologies qu'il co-développe raconte le conflit entre humains et Navy sur la planète Pandora. Avatar dépasse Titanic au box-office mondial en devenant le film le plus rentable de l'histoire et remporte 3 Oscars techniques. Plusieurs suites sont mises en production. Avatar, la voie de l'eau, sorti en 2022, devant lequel je me suis un peu ennuyé. Le prochain est prévu à la fin de cette année, 2 autres films devraient suivre. James Cameron est une figure majeure du cinéma américain. Ses œuvres, souvent coûteuses et techniquement audacieuses, ont redéfini les standards des effets spéciaux et du storytelling. Il est juste dommage de le voir s'enfermer dans la franchise Avatar. Son sens visuel et sa parfaite maîtrise de la mise en scène devraient l'inciter à sortir de son confort et à s'investir dans d'autres projets. You said. Right. Quand Alien est sorti en 1979, Sigourney Weaver était une parfaite inconnue. Quand Aliens est sorti en 1986, elle était devenue une star grâce à l'immense succès du Scott et celui de SOS Fantôme en 1984. Après Aliens, elle fait une pause de 2 ans avant de revenir au cinéma en 1988 dans 2 films, Gorille dans la brume de Michael Apted, qui lui vaudra une nomination aux Oscars, et Working Girl de Mac Nichols. But I'm telling you that those things exist. Thank you, Officer Ripley. That will be all. Please, you're not listening to me. Kane, the crew member. Kane, who went into that ship, said he saw thousands of eggs there. Thousands. Thank you. That will be all. God damn it! That's not all! Because if one of those things gets down here, then that will be all. Then all this bullshit that you think is so important, you can just kiss all of that goodbye. Michael Connell Bean est né le 31 juillet 1956 en Alabama. Il débute dans les années 70 à la télévision en faisant quelques apparitions dans des séries comme L'Âge de cristal, ainsi que des rôles mineurs dans des téléfilms, puis au cinéma dans Grease, bien que non crédité au générique. Et c'est James Cameron qui lui donne sa chance en lui proposant le rôle de Kal Reese dans Terminator. Cameron le rappelle ensuite pour incarner le caporal X dans Aliens, qui sera suivi par une 3e collaboration entre les 2 hommes sur Abyss dans un rôle à contre-emploi. Entre ces 3 films, on verra l'acteur dans Le sang du châtiment de William Friedkin et dans La 7e prophétie de Carl Schutz. Après ce pic, Bean continue à travailler régulièrement mais dans des projets souvent moins prestigieux, alternant films d'action, thrillers et séries B, parmi lesquels l'oubliable Navy Seals de Lewis Teague, le sympatoche Time Bomb d'Avi Nesher, Tombstone de George Pankosmatos ou The Rock de Michael Bay. How long's it been since you got any sleep? 24 hours? Hicks, I'm not gonna end up like those others. You'll take care of it, won't you? If it comes to that, I'll do us both. Listen, let's just make sure it doesn't come to that. Lance James Henriksen naît le 5 mai 1940 à New York dans une famille modeste. Élevé principalement par sa mère dans des conditions difficiles et analphabète jusqu'à l'âge adulte, il apprend à lire seul pour poursuivre son rêve d'acteur, une détermination qui façonnera sa carrière. Henriksen fait ses débuts au cinéma en 1972 dans un film indépendant, puis apparaît dans Un après-midi de chien de Sidney Lumet.
Tout au long des années 70, il enchaîne les rôles secondaires dans des films comme La Suite de la Malédiction ou Piranha 2, première collaboration avec James Cameron, qui lui offrira 2 rôles clés quelques années plus tard, celui d'un policier dans Terminator et celui mémorable de l'androïde Bishop. Je m'adresserai la parole que lorsque je vous y aurai autorisé, et vous écouterez attentivement tout ce que je dis. Parce que j'ai l'intention de réussir le travail qui m'est confié. Et la seule façon que j'ai de réussir, c'est de vous faire réussir. Vous êtes la petite unité que je dois polir jusqu'à ce que sa tenue soit assez brillante pour éblouir tout le monde sur ce terrain de manœuvre. Après Aliens, Henriksen devient un acteur prolifique en jouant dans plus de 200 films et séries. On le retrouve en 87 dans Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow, Le démon d'Halloween, premier long métrage de Stan Winston, Alien 3 de David Fincher, où il incarne la version humaine de Bishop, Jennifer 8 de Bruce Robinson, qui n'est pas le 8e épisode d'une saga, Powder de Victor Salva. Il est également un profileur traquant des criminels dans les 67 épisodes de la série Millennium diffusée entre 96 et 99. Dans les années 2000, Henriksen multiplie les apparitions dans des films d'horreur tels que Scream 3 et Alien vs Predator. Was it an older model? Yeah, the Hyperdyne system's 128.2. Well, that explains it, and the U2s always were a bit twitchy. That could never happen now with our behavioral inhibitors. It is impossible for me to harm or by a mission of action allow to be harmed a human being. You sure you don't want some? Just stay away from me, Bishop. You got that straight? William Stanley Paxton est né le 17 mai 1955 au Texas dans une famille de la classe moyenne. Après le lycée, il déménage à Los Angeles et commence comme décorateur sur des films à petit budget produits par Roger Corman. C'est là qu'il rencontre James Cameron. Paxton décroche ses premiers petits rôles au cinéma en 81 dans Les Bleus d'Ivan Reitman et Les Rues de Feu de Walter Hill. Mais comme ses collègues Henriksen et Bean, la carrière de Paxton prend un tournant décisif grâce à sa rencontre avec Cameron, devenu désormais réalisateur, et avec qui il développe une collaboration fructueuse qui débute avec Terminator et se poursuit sur Aliens, True Lies et Titanic. Après Aliens, on verra Paxton dans Aux frontières de l'aube, Predator 2, Apollo 13, Twister ou Un plan simple de Sam Raimi. En 2003, en plus de jouer le rôle principal, Paxton passe derrière la caméra pour Emprise, un excellent thriller psychologique salué pour sa tension et sa mise en scène, et continue à apparaître dans des films comme Night Call ou Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Bill Paxton décède tragiquement en 2017 à l'âge de 61 ans des suites de complications après une opération cardiaque. Come on, quit messing around, Drake. Come on. Bishop, hey, man. Do it, Bishop. Hey, not me, man. Yeah, you. Hey, come on, quit messing around. Don't move. Come on. Trust me. Thank you. Jeanette Goldstein est née le 4 février 1960 à Los Angeles, où elle grandit dans une famille d'origine brésilienne et marocaine. Elle décroche son premier rôle au cinéma dans Aliens. Cameron, impressionné par son énergie et son naturel, l'a choisi pour incarner Vasquez malgré son absence d'expérience et la résistance du studio qui ne voulait pas engager une inconnue. Elle tournera dans 2 autres films du réalisateur, Terminator 2 et Titanic. On la verra également dans Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow, Presidio de Peter Yams, L'Arme fatale 2 de Richard Donner, Las Vegas Parano de Terry Gilliam. Né le 30 mars 1956 à New York, Paul Reiser fait ses débuts à l'écran en 82 avec un petit rôle dans Diner de Barry Levinson.
puis apparaît aux côtés d'Eddie Murphy dans Le flic de Beverly Hills, un personnage de détective qu'il reprendra dans le 2e épisode de la saga, ainsi que dans le dernier, sorti en 2024. Mais c'est surtout à la télévision qu'il connaît le succès, en particulier avec la série Stranger Things, où il interprète le docteur Sam Owens, un scientifique ambigu. Why didn't you warn them, Burke? Okay, look. What if that ship didn't even exist? Did you ever think about that? I didn't know. So now if I went and made a major security situation out of it, everybody steps in, administration steps in, and there's no exclusive rights for anybody. Nobody wins. So I made a decision and it was wrong. It was a bad call, Ripley. It was a bad call. Bad call. Right. These people are dead, Burke! Don't you have any idea what you've done here? Après le succès critique et commercial d'Alien, une suite était envisagée, mais le projet traînait en raison de différends entre les producteurs et de l'absence d'une vision claire. Cependant, Ridley Scott n'était pas intéressé par une suite, laissant la voie libre à de nouveaux talents. Terminator n'était pas encore sorti quand James Cameron fut approché en 1983 par David Giller, qui dirige avec Walter Hill et Gordon Carroll la société Brandywine, déjà à l'œuvre sur le premier film. Giller, qui avait lu le scénario de Terminator, lui propose d'écrire une suite à Alien. Cameron rédige un traitement de 42 pages en 3 jours qui met en avant Ellen Ripley comme héroïne centrale, une colonie humaine sur LV-426 et une horde de xénomorphes. Contrairement à l'approche horrifique et minimaliste de Scott, Cameron envisage un film plus ambitieux, mêlant action militaire et horreur viscérale. Il introduit également des thèmes nouveaux comme la maternité via la relation Ripley-Newt et la reine alien, et la critique de la cupidité corporative avec le personnage de Burke. Le script plaît immédiatement à David Giller, qui souhaite également lui confier la réalisation, même si la Fox hésite à engager le jeune cinéaste qui, à ce moment-là, n'avait qu'un seul film à son actif, le mauvais Piranha 2. Cameron présente alors sa vision d'Aliens à la Fox à l'automne 83, mais le studio ne donne pas suite au projet. D'après le cinéaste, un cadre de la Fox s'était plaint du grand nombre d'horreurs et du manque de développement des personnages dans le traitement. Heureusement, le projet est relancé en juillet 1984 lorsque le producteur Lawrence Gordon devient le nouveau président de la Fox. Gordon avait auparavant travaillé avec le réalisateur Walter Hill sur 48 heures. Après avoir lu à son tour le scénario de Terminator, il suit les recommandations de Hill et engage Cameron pour Aliens, ainsi que la productrice Gail Hannard qui deviendra Madame Cameron peu de temps avant le tournage. Le budget final était d'environ 18 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme vu la complexité du projet. À titre de comparaison, Le Retour du Jedi, sorti 3 ans auparavant, avait coûté près du double. Sigourney Weaver, initialement hésitante à reprendre le rôle de Ripley, fut convaincue par le scénario de Cameron qui donnait plus de profondeur à son personnage. Elle a donc négocié un salaire d'1 million de dollars, une somme rejetée par le studio dans un premier temps, persuadée que cette suite pouvait se passer du personnage. Cependant, James Cameron refusait de faire le film sans Weaver et le studio finira par céder. Carrie Henn, une enfant sans expérience, fut choisie pour Newt après un casting au Royaume-Uni. Well, I was eating lunch and Sarah Jackson, the casting director, was taking photos of all these young children. And she took my photo and they had me try out for an audition. Weaver et Henn développeront une véritable complicité, renforçant ainsi l'émotion de leur scène. I was very much drawn to the role of Vasquez just because I thought she was so interesting. And Jim said that he normally would have written her as a man, or you would normally make the meanest, the baddest, the man, a 6-foot guy with a huge mustache, but he thought it'd be interesting to make it into a woman. I've seen a lot of the best android characterizations around. I mean, there's been Holmes and there's been Blade Runner, and there's been, a lot of, there's even been Metropolis, right? All those different shows. And they're hard acts to follow. I mean, all of them are very good, So I had to dump them right away. I've known Jim for a few years. I actually was his set decorator on a film about 4 years ago. That's how we met. And when he came along to do Terminator, I was doing more acting then. He got me to do a small part in that. Pour le rôle du Caporal X, un autre acteur avait été engagé, mais Cameron a estimé qu'il ne convenait pas. Il sera remplacé au pied levé par Michael Biehn, qui aura du coup évité l'entraînement intensif de ses collègues.
that I don't know if you know or not, but I'd worked with Jim Cameron before, obviously, on The Terminator. And when I read the script Aliens, I thought it was extremely exciting. It looked like a lot of fun. I really wanted to do it. It's been a lot of fun because I am an outsider, and just conspicuously it works physically because these, as I say, these guys are all in their military gear and I'm a guy with a pencil. So I look at them and I look blazingly inappropriate. And someone told me that the other day, someone asked them why I had been here so long and hadn't worked yet, because they were just walking by the set and they saw everybody in their military, in their uniform, and here was I wearing a flannel shirt and a vest. And they said, and not only that, but why is he standing in the shot? He's holding up everything. We had an actual physical fitness routine for them from 8:30 in the morning until 5 o'clock at night. And they were running, weightlifting, calisthenics. And so we ran around the sculptured gardens at Pinewood. Very incongruous, all these sort of lovely little hedges and things were going, woo, 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 It was really kind of silly, but no, it was good. It was really good. And the salting stairwells. Run us through drills and teach us how to salute and all of that kind of stuff, and to march with all this heavy equipment. Sid Mead a conçu le Sulaco et l'appartement de Weaver. James wanted something with an axis, a directional axis. I actually received from him a sketch that he had done of his idea for the Sulaco, and that sort of steered the design to the one that I came up with, which was about an 800-foot long, 900-foot long armed cargo carrier, a rocket gun that carries stuff. That was sort of the theoretical concept underlay for the whole design. Ron Cobb s'est occupé de la navette de débarquement, du transporteur de troupes blindées, des décors intérieurs et extérieurs ainsi que les véhicules du complexe de la colonie. Oh, there was a lot of collaboration with Jim because he always had a sketch or two and contributed, but I did the airlock and the colony control room. I did all that, and the labs. I did all the labs and things, and the operating room, and certainly all of the colony, really. Ce complexe a été construit au studio Pinewood sous la direction du chef décorateur Peter Lamont, qui a travaillé sur plusieurs James Bond. D'autres séquences comme la première attaque des xénomorphes ou le nid de la reine ont été tournées dans une centrale électrique désaffectée près de Londres. What Jim really liked about it was all the walkways, the stairways were all grilled. So in effect, when you look down, you can see from top to bottom. Malgré un budget limité, Cameron optimise chaque dollar en réutilisant des décors et en recyclant des accessoires comme des armes fabriquées à partir de pièces de surplus militaire. Oh, you want Michael? He's right here. All right, go ahead, Mark. Slowly, Mark, slowly. You got to stay together and advance on a line relative to the mirror. I'm going to lose you. Cynthia, I don't want you crossing in there. When I say move forward towards the door. Okay, Mark, I want you to go back. I want this to go very slowly. I want you to stay roughly on the line relative to me. When you come out of an armored personnel carrier, everybody knows where they're supposed to be going. And you come out like greased lightning. Trust me. Well, I will on this occasion. If you just stick your head out, that's when you get shot. No, I just mean that I just feel like we don't know what the hell's out, so I feel like this, glasses. Check. And I'm gone. Yeah, all right. I buy that. Okay, stand by for full rehearsal in the drive, please, before we start the rain. Ready? And action! Go! Get it! Michael! Les prises de vue, qui se sont étalées de septembre 85 à avril 86, furent marquées par des défis logistiques et des tensions avec l'équipe britannique. Cameron, habitué au rythme intense d'Hollywood, entre en conflit avec l'équipe locale qu'il juge trop attachée à la postée et aux horaires syndicaux stricts. Il licencie le premier directeur de la photographie, Dick Bush, pour des désaccords créatifs et le remplace par Adrian Biddle, qui avait travaillé avec Ridley Scott sur de nombreuses publicités. Dick, who since passed away, was a tremendous director of photography, but he was a lighting cameraman in the traditional English
lighting cameraman tradition, which is to say that he didn't want to hear what the director's vision was. Gail had told me that, Gail Ann Hurt had told me that the DP had told her that he couldn't make the schedule. He said, this schedule is just ridiculous and I can't make it. And I said, well, look, if he tells you that he can't make the schedule, you have to fire him. You know, he has to go. Because then there is no chance. I mean, it's just stupid on his part to do that. But he's doing great work. And he said, yes, but still, he has now said he has no intention of making the schedule. At least you have to start off with the intention of doing it. Here we go, and action. There's a scene when they're going into the atmosphere processing station, and Jim really wanted it lit by the miners' lights. And, you know, he wanted it to be spooky, and he didn't want to be able to see all the details. And Dick lit it. It was side lit. It was bright. It did not feel at all as if it was being lit by the lights and the helmets. And it completely destroyed the vision that Jim had for that sequence. And it wasn't that Dick Bush did a bad job. It was just he just politically made a terrible mistake. You know, the cameraman cannot be dictating. I remember having to say to him, you know, this is Jim's movie, this is Jim's vision. And he said, well, if that's the case, if I can't do my job, which is to light it the way I want it, you better find someone else. And we did. Le premier assistant réalisateur Derek Cracknell, qui n'en faisait qu'à sa tête, subira le même sort, ce qui a déclenché un début de mutinerie de l'équipe anglaise. We fired the first assistant, and then then there was a rebellion by the actors and the crew to get him hired back. And I was unfortunately out of the town at the moment. And they hired him back. You know, I thought, well, this is you know, that was kind of unfortunate in my opinion. Pour la scène où Vasquez plaque la tête d'un xénomorphe contre le mur et lui tire dessus, ce n'est pas Goldstein qui tire, mais la productrice et épouse de Cameron, qui était plus familière avec les armes à feu. Un moulage du haut du corps de Carrie Henn et des jambes de sa doublure cascade a été réalisé afin de construire un mannequin léger que Weaver pouvait tenir lorsqu'elle portait une arme, car le poids de la gamine plus une arme aurait été trop lourd. Au passage, il faut souligner le courage de la petite Carrie qui, à ma connaissance, a été la plus jeune actrice à avoir subi autant de séances de maquillage et d'avoir été impliquée dans de nombreuses scènes à effets spéciaux, souvent dans des conditions très inconfortables. Here we go. Quiet, please. Okay, roll camera. 150, take 3. Start the effects. Une fois le tournage terminé à Pinewood, Cameron s'adressera à l'équipe anglaise. Ce fut un tournage long et difficile, semé d'embûches, mais ce qui m'a permis de tenir le coup, c'était la certitude qu'un jour je quitterai Pinewood et ne reviendrai plus jamais, et que vous, bande de salauds, seriez toujours là. Et en effet, il ne reviendra plus jamais. En 86, les effets spéciaux reposaient encore largement sur des techniques pratiques, les CGI étant encore à leur balbutiement. Dans le film de Scott, le facehugger effectuait un seul saut et n'avait pas besoin d'un mécanisme perfectionné. Les modèles de facehugger utilisés ici sont des marionnettes avec des doigts articulés, souvent propulsés par des mécanismes à ressort pour bondir sur leurs victimes. Demonstrating to you very slowly the throw of the legs. Please don't ask me to make it anymore. Let me see if I can go any faster for you. And I don't know if you can see the tail waggling, but the tail wags. Okay. There's a lot of resistance on it because well, it is going through 2 wire motors. It'd be better if it was more flat, I'm sure. We had 2 hero facehuggers, which had complete mobility of the fingers. It could crawl and reach and try and get at
newt and try and get at Ripley. Complete action, but operated literally by 6 or 7 puppeteers just to get all of those fingers doing everything they had to do. Huge bundle of cables. When Sigourney Weaver is holding it and fighting it away from her, there's a huge bundle of cables down her arm. She's creating a performance. Carrie's creating a performance. It's coming up over the table, trying to crawl out after her. And it's a very, very extensive animatronic cable-operated effect. And then in addition to that, Cameron did some very clever things with reverse photography mixed with forward movement. There's actually 3 different pieces to this shot when the creature runs out and stops, and then it leaps onto the leg of a table and then leaps right at the camera. And what that was the little pull toy facehugger running, stops, cut the camera, take that one out, place a floppy stunt facehugger on the table, and then we put a little eyelet in the ground where the little other running facehugger stopped, pull that back towards it, run that in reverse, cut the 2 together, and it looks like the creature runs up, stops, jumps onto the table leg. Then we place, for the last part of the shot, we placed the facehugger back on the table leg and yanked it directly towards camera. And when you cut those 3 pieces together, you see it run, jump, and leap at the camera. All right, now pull it so it lands right on the lens when I say action. There we go, and action. Like a flying facehugger. Wasn't terribly convincing. Guys, I want you to pull it so that it looks like it's leaping. Doesn't look like it's leaping. Don't you have gloves? You should get some gloves. You can't pull hard without gloves. Get some gloves and call me when you're ready for this. Quant aux cheesebursters qui sortent de la poitrine des colons, ils sont réalisés avec des poupées animatroniques poussées à travers des torses factices remplis de sang artificiel. La créature emblématique conçue par Giger a été reprise et multipliée dans Aliens, contrairement au premier opus où seul un xénomorphe était au centre de l'intrigue. Chaque xénomorphe adulte est incarné par un acteur ou cascadeur vêtu d'un costume en mousse et latex peint pour imiter la texture biomécanique de Giger. Cameron a insisté pour que les créatures soient montrées en mouvement rapide. Cela a nécessité une coordination précise entre les cascadeurs et les cadreurs pour capturer leur agilité sans révéler les limites des costumes. We started building in LA, but we'd build the suits and Cameron would like go into the hallway with a guy in a suit and he'd turn the camera upside down, and we'd look at him, what's he doing? He'd videotape a guy crawling on the floor upside down and then go, hey, what do you think of this? And then there it is, of course, oh yeah, crawling on the ceiling, yeah, great. So he was very interested in expanding the capabilities of the creature. Pour les gros plans, comme les mâchoires internes ou les mouvements de la tête, des marionnettes animatroniques manipulées par des techniciens hors champ ont été utilisées. La reine alien a été imaginée par James Cameron lui-même qui a esquissé le concept d'une version massive et hiérarchique des xénomorphes, inspirée des insectes sociaux comme les fourmis ou les abeilles. Il voulait une créature qui soit à la fois majestueuse et terrifiante, une mère monstrueuse pour contraster avec le rôle maternel de Ripley envers Newt. Arms. A little higher. Move that head around. Stop. Arms. Okay, now swing the whole boom arm so that it moves toward me.
La reine mesurait environ 4,50 m de haut et pesait plusieurs centaines de kilos. Elle était construite avec un squelette en métal recouvert de mousse polyuréthane, de latex et de résine pour imiter la texture lisse et organique des aliens. 2 hommes à l'intérieur du costume s'occupaient des bras, puis les jambes étaient manipulées hors champ grâce à des tiges fixées aux chevilles. And bending at the wrist bending this way at the wrist as much as possible looks good too. There we go. That's it. That's it. Now slower than that. There we go. Right. Even slower than that. And don't just rhythmically go up and down, but kind of vary it. You can do one all the way down and then come up and then just bob in here a little bit like that. You see what I mean? Okay? Pour les scènes où elle se déplace, la reine était suspendue à une grue massive. Her body, tilt and turn, is hydraulically controlled. Her legs are puppeted externally by puppeteers, rods, etc., that will move her legs. And on action, slowly bring it down. Her neck is hydraulically controlled. Her head, the tilt of her head, the turn of her head, the cock of her head, all hydraulically controlled. And action! Her face, which sits in the front of her head, is operated by cables, and that has complete movement all the way around. Her lips are cably controlled, and her jaw is cably controlled, and her tongue will be cably controlled. And cut! And I must say, since today was the first time we put her on film, I'm quite pleased at how well she came out. It's been quite a scary job, and hopefully it'll be as scary for the audiences as it's been for us to create her. At any one time, to move the Queen can take up to 14, 15, and possibly 16 operators. And cut! It's the most complicated piece of construction I've ever done. Pour la scène où elle est éjectée dans l'espace, une maquette plus légère a été utilisée, propulsée hors du décor par un mécanisme à ressort. L'un des plans les plus difficiles a été de la faire courir après Ripley lorsqu'elle se précipite vers le sas. Il s'agissait d'une marionnette miniature d'environ 90 cm de haut, manœuvrée par des tiges percées d'une fente dans le sol. Le succès de la reine a consolidé la réputation des animatroniques dans les années 80 et 90. Cependant, la marionnette était lourde, les câbles s'en mêlaient parfois, et les techniciens devaient travailler dans des positions inconfortables pendant des heures. Stan Winston dira que l'équipe était à bout de nerfs, mais que le résultat final a valu tous ses efforts. Le Power Loader, cette combinaison mécanique utilisée par Ripley, est une autre réussite. Il a été conçu par le spécialiste des effets spéciaux John Richardson avec l'aide d'ingénieurs. The power loader was, I think, certainly our most challenging thing on the movie. It was a tremendously difficult thing to conceptually, work out, design and build in, I think we did it in 3 months. We decided to build a stuntman inside it to help control some of the functions of it and to help it move, so that when Sigourney was in it, she was actually standing with her back right up against the stuntman, so that his movements would be transferred to her or vice versa. Fabriqué en aluminium et fibre de verre, il pesait environ 270 kg et était suspendu à un contrepoids via un système de câbles pour que Sigourney Weaver puisse le piloter sans porter tout son poids. Cut. Let's try it again. When you reach for the control, make the whole action a little slower, like you're sort of settling into it. You're sort of like that. See what I mean? Yeah, let's pull back. Okay, stop there. Peter, why did you move that back? No. Put it back in. I didn't ask for that to be moved.
Le combat final entre Ripley dans le Loader Power et la Reine était soit une version grandeur nature, soit une version miniature. So what you had was a power loader that was about this big and a queen that was about this big, and they had rods on their feet, and we cut little slots in the floor, and there would be a puppeteer under the floor sort of making these things walk. Les effets visuels ont été confiés à Bob et Denise Kotak, qui avaient déjà travaillé avec Cameron sur des films de Roger Corman. The budget wasn't a huge budget by any means for that type of film at the time. Jim was going to use visual effects to extend sets and just give a larger scope to the picture in general. Using rear projection, using mirror shots, beam splitters, in-camera splits, foreground miniatures, you name it, anything that we could get away with in camera. The dropship landing was very, very difficult to do. That dropship was flying from across the stage on mounted on an overhead rig, a boom arm mounted on a track, and because we were overcranking, everything was moving at high velocity, and yet we had to bring the ship into a spot to land within 4 or 5 inches of a designated spot, land, door open, and have the vehicle drive out, which is radio controlled. All those things, again, the shot seems simple, but trying to get all that to happen on cue without breaking the legs, without overshooting the mark, holding focus, having the proper rain effects, very difficult. We did many takes on that as well. For instance, when the dropship crashed, we had to devise a way to make this relatively small model crash down at supposedly great speed. It was a wire rig that we stretched out across the stage that we sat the model on the wires, so we used the wires as a sort of track, and then towed the model down the wires using a rather long length of rather heavy bungee rubber, very well stretched out, so that we could get the speed and acceleration in the model, so that as it came down the track of the 2 wires, it would reach the desired speed, which was very fast. When it hit the ground at the bottom, it would be completely free, so that it could roll and literally crash along the ground. Cameron a travaillé avec Ray Lovejoy, dont le premier montage était proche de la version imaginée par le cinéaste. Half as much as I wanted and twice as much as we need, like most days. Well, maybe Ray would argue with that. We're looking at some material that I shot in a previous life 3 weeks ago. I dimly remember doing. It's part of the airlock sequence, the finale of the film, with Sigourney Weaver dangling for her life, basically. 5 meters, man. 4. What the hell? Oh my God. Oh, shit. Give me the light. James Horner, alors âgé de 33 ans, était un compositeur en pleine ascension. Cameron, impressionné par son travail sur Star Trek, le recrute pour Aliens, bien que les 2 hommes s'étaient déjà croisés sur une production Roger Corman. Mais on ne peut pas dire que cette première collaboration fut heureuse. En effet, Horner et Cameron sont entrés en conflit à plusieurs reprises. I got to England to write the score because I was going to write it where Jim was. He was in England doing post. And I found that instead of the film being totally locked and finished, they were still shooting. And it was coming out of my time to write the score allotment. I had 6 weeks to write the score when I got there, thinking that was sufficient, but there was no picture to score when I got there. They were still shooting, much less editing. And to add insult to injury, at
Abbey Road Studios, where I recorded it, the facilities were 30 years old. They were barely able to patch in synthesizers, much less be able to do some of the things I'd wanted to do electronically. I mean, they were so behind the times. Horner n'a reçu une version quasi finale du film qu'à quelques semaines de la sortie, prévue pour juillet. It's all fixable. It's just, can we move the picture back and give us another 4 weeks? No. So the picture was stayed. Release dates are imminent. We're 6 weeks away from theater release, and we haven't started scoring or dubbing yet. And I haven't even started writing. I haven't even started seeing the movie. Cameron, lui, avait des attentes précises. Il voulait une musique qui soutienne l'action sans éclipser les dialogues ou les effets sonores. Horner, habitué à plus de liberté, trouvait ces contraintes frustrantes. But that, you know, was the last thing to come to me. And literally, I had 4 days. Now, I had seen it in the editing room, and I knew what the concept was. That's no problem. The concept was fine. Le montage du film évoluait constamment. Horner devait composer pour des scènes dont la durée ou le ton changeait. Cela entraînera des sessions d'enregistrement chaotiques avec le célèbre London Symphony Orchestra, parfois sans partition finalisée, avec des musiciens épuisés. I said, Jim, we're down to 5 or 6 days. I have to start writing, and I can't change anything once it's written. It's got to go straight to the copyists, because it's going to never make it to the stands. My job right now is to make sure the musicians have something to play at least that sounds 80% of what you're asking for. If I had more time, I could make it 100%, but we don't. And Gail's response was icy cold. She said, well, we'll just get somebody who can. And I said, please do. If you can get somebody more experienced and better able to produce this than me, I'd like to meet him because I'm sure I'll learn something. Bien moins expérimental que la partition de Goldsmith, Horner met surtout l'accent sur les cuivres et les percussions pour les scènes d'action, utilise des synthés sur les passages plus atmosphériques, enfin des cordes douces accompagnent les rares moments introspectifs. On a souvent reproché au compositeur de reprendre à la note près certains de ses motifs antérieurs, comme les rythmes martiaux de Star Trek 2 et 3 ou les dissonances de Wolfen, mais malgré ces quelques défauts, James Horner, sous une pression énorme, a livré une brillante partition, même si son écoute est plus difficile en dehors des images. James Cameron a proposé 2 versions d'Aliens, la version cinéma de 137 minutes et sa director's cut de 154 minutes en 92. Par exemple, dans la version longue, Ripley apprend que sa fille Amanda est morte. Ce passage donne plus de profondeur à son personnage et renforce son lien maternel avec Newt. Dans la version cinéma, Ripley se réveille après 57 ans d'hibernation sans qu'il soit fait mention de la mort de sa fille. Amanda Ripley McLaren, married name, I guess, age 66. And that was at the time of her death, which was 2 years ago. Dans la version longue, une séquence de plusieurs minutes montre la vie des colons, notamment la famille de Newt. C'est pour moi l'ajout le moins justifié car cela réduit le suspense et l'effet de surprise de la version cinéma. Dans la version longue, on a aussi une scène montrant l'installation des tourelles de mitrailleuses automatiques, ce qui renforce le sentiment de siège et accentue la tension. Difficile de faire son choix, on peut tout à fait visionner la version longue après avoir découvert celle sortie au cinéma, mais si vous n'avez jamais vu le film, privilégiez la version de 86, qui est plus efficace en termes de rythme. Oh, God.
inside. Ow! God! God! Move. Ripley. No, son. L'affiche US a servi de modèle à la plupart des affiches internationales, comme la française. Celle-ci est plus sombre et ne montre pas les œufs, contrairement à l'original. Voici quelques variations. La grecque utilise qu'un petit rectangle avec Ripley et Newt. L'italienne, elle, fait le contraire. La japonaise dévoile un peu plus la reine. La coréenne est noyée sous des textes écrits logiquement en coréen. J'aurais bien fait la traduction car je parle couramment cette langue, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. La turque, quant à elle, nous montre la reine cette fois de façon très lisible. Parmi les affiches qui s'éloignent clairement de l'américaine, on a la yougoslave, qui reprend à la fois des images du film et une image promotionnelle. La hongroise, qui a renommé le film Halal. J'ai eu du mal à faire le lien, mais grâce à mon traducteur magique, cela semble signifier la mort en hongrois. Enfin, j'ai gardé la meilleure pour la fin avec l'affiche polonaise, un mix étrange entre le serpent, un œuf d'alien et le schiste burster. Sorti le 18 juillet 1986 aux USA, Alien se rencontre un succès immédiat avec un démarrage à $10 millions pour son premier week-end et une recette finale de $85 millions. Le film sort en France le 8 octobre 1986 et rassemble un peu plus de 1 700 000 xénomorphes, ce qui est en dessous du premier Alien qui avait approché les 3 millions d'entrées, mais un peu au-dessus d'Alien 3. Ces recettes mondiales ont dépassé les $180 millions, de quoi rassurer les producteurs et d'envisager un troisième opus. Movement! What's the position? Can't lock in. Talk to me, Hudson! Multiple signals. They're closing. Le film est visionné directement en séance plénière le 9 septembre 1986, voici le compte-rendu. En raison de nombreuses scènes de violence où interviennent des monstres et de la terreur qu'exprime tout au long de ce film une petite fille, la commission a estimé qu'il était susceptible d'impressionner et même de heurter les jeunes spectateurs et propose de ce fait une interdiction aux mineurs de 13 ans. Le film sera représenté en sous-commission le 20 décembre 1990 pour demander une levée de l'interdiction. Voici l'avis émis par les membres. Angoisse, tension, longueur, en faveur du maintien de l'interdiction. Je suis un peu étonné qu'une demande tout public puisse être présentée pour un tel film. Suis pour le maintien de l'interdiction moins de 12. Comme il se doit pour une œuvre de ce genre, ce film comporte un climat d'angoisse permanent et de multiples scènes de frayeur. En outre, l'une des protagonistes de l'histoire est une petite fille constamment terrorisée, l'ensemble étant de nature à heurter la sensibilité des plus jeunes des spectateurs et même des autres. Une interdiction au moins de 12 ans apparaît nécessaire, sinon indispensable. Le passage en plénière ne modifiera pas la proposition. Certes, les scènes de violence et d'horreur sont inhérentes à ce genre de réalisation, mais leur fréquence et leur intensité, et surtout la présence constante d'une enfant terrorisée, ont conduit la Commission à proposer le maintien de la mesure d'interdiction au moins de 12 ans, actuellement applicable à cette production. Which would mean that there would have to be a lot of these parasites, right? One for each colonist, that's over 100 at least. Yes, that follows. But each one of these things comes from an egg, right? So who's laying these eggs? I'm not sure. It must be something we haven't seen yet. Il s'ensuit qu'il doit y avoir un grand nombre de ces embryons parasites, n'est-ce pas? Un pour chaque colon, ça en fait donc une centaine au moins. Oui, ça semble correct. Bien, donc chacun de ces embryons provient d'un œuf, c'est ça? Alors d'où viennent les œufs? Qui les pond? Je suis pas sûr. C'est forcément une espèce qu'on n'a pas encore rencontrée.
Tout d'abord, une petite anecdote personnelle. Comme Alien en 1979, j'ai découvert Aliens lors de sa sortie en octobre 86, et c'est un souvenir particulier car c'était très peu de temps après avoir déserté l'armée, à une époque où le service militaire était obligatoire, ce qui est un peu ballot pour un antimilitariste. Du coup, j'ai eu par moments l'impression de me retrouver devant ceux que je venais de fuir. Bon, il y avait quand même une petite différence car dans ma caserne, je n'ai croisé aucun xénomorphe, ou alors ils étaient déguisés en militaires. Bref, avec Aliens, James Cameron relève un défi colossal, donner une suite au chef-d'œuvre de Ridley Scott qui avait redéfini la science-fiction horrifique. Contrairement au rythme lent et oppressant du premier film, Aliens adopte un ton plus orienté vers l'action, tout en conservant des moments terrifiants et en respectant l'ADN de la saga. Cameron utilise habilement le montage et la gestion de l'espace pour immerger le spectateur dans l'enfer de LV-426. Le cinéaste joue également avec l'obscurité et les cadres serrés pour maintenir un sentiment de claustrophobie. Il maîtrise l'art du hors-champ, retardant l'apparition des xénomorphes pour maximiser l'impact de leur révélation. Lorsqu'ils surgissent enfin, c'est dans des explosions de chaos, filmées comme une scène de guerre. La longue séquence précédant la première attaque des xénomorphes est un modèle d'efficacité cinématographique. Avec une approche quasi documentaire, la caméra épouse le point de vue des Marines, multipliant les plans subjectifs via leur écran de visée et les caméras embarquées. Le monstre n'est pas visible, mais sa présence est omniprésente, étouffante. L'esthétique industrielle du film, avec ses couloirs suintants et ses décors métalliques, participe d'une immersion totale. Le design du vaisseau Sulaco, du complexe du LV-426 ou encore du célèbre Power Loader repose sur une logique d'ingénierie crédible. Au-delà de l'horreur et de l'adrénaline, Cameron injecte dans son récit une dimension émotionnelle profonde. Le cœur du film, c'est le lien maternel entre Ripley et la petite Newt. Ce n'est pas un hasard si la confrontation finale oppose Ripley, mère de substitution armée d'un exosquelette, à la reine alien, incarnation monstrueuse de la maternité proliférante. Sigourney Weaver livre ici une performance remarquable. Jamais caricaturale, elle incarne une Ripley vulnérable mais résolue, habitée par une colère froide et une force morale indiscutable. Son interprétation lui vaudra une nomination à l'Oscar, rare distinction pour un film de science-fiction. Autour d'elle, Cameron construit un groupe de personnages secondaires immédiatement identifiables, malgré un temps d'écran parfois réduit. Michael Biehn en X apporte une sobriété bienvenue, à milieu du stéréotype du soldat macho. Lance Henriksen incarne un androïde à contre-emploi dont la douceur et l'intégrité contrastent avec l'inhumanité glaciale d'Ash dans le premier film. En revanche, les autres Marines, bien qu'attachants, tombent parfois dans des clichés du cinéma d'action des années 80. Quant à Paul Reiser dans le rôle du bureaucrate sournois de la compagnie, son personnage est un peu unidimensionnel et manque de nuances, du coup sa trahison est prévisible. Les effets spéciaux pour l'époque sont stupéfiants, la reine alien reste l'un des monstres les plus mémorables du cinéma, non seulement pour son design, mais pour la manière dont elle est animée avec une précision presque artisanale. Son affrontement final avec Ripley est un moment où la technologie et la biologie se rencontrent dans une danse brutale et fascinante. Aliens est une suite magistrale qui complète le film original tout en prenant une direction audacieuse. James Cameron livre une œuvre viscérale et tendue, un blockbuster intelligent dont les quelques défauts mineurs n'entachent en rien son statut de classique de la science-fiction horrifique, pas très loin derrière le Ridley Scott. Presque 40 ans après sa sortie, le film demeure une référence incontournable qui prouve que, dans l'espace, on peut non seulement crier, mais aussi combattre. Le film a bénéficié de plusieurs éditions vidéo au fil des décennies, notamment un coffret DVD contenant les 3 autres films, un Blu-ray en 2010 inclus dans le coffret Alien Anthology et une édition 4K Ultra HD en 2024. Les 2 éditions françaises offrent les versions cinéma et version longue. Le Blu-ray de 2010 repose sur un scan 2K des négatifs originaux. Il offre une définition solide pour l'époque. Les scènes sombres conservent des noirs profonds sans écrasement. Quelques imperfections mineures subsistent, mais elles sont rares. L'édition 4K sortie chez nous en avril 2024 utilise les mêmes scans 2K de 2010 upscalés en 4K plutôt qu'un nouveau scan 4K des négatifs.
Cette approche a suscité des controverses. Sous la supervision de Cameron, un logiciel d'intelligence artificielle utilisé aussi pour Titanic a appliqué un DNR intensif réduisant fortement le grain pellicule. Si cela donne une image, disons, plus moderne, les puristes critiquent la perte de la texture 35 mm. Certains visages paraissent lissés, presque cireux. Heureusement, le nouvel étalonnage Dolby Vision rehausse les contrastes avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants. Bref, à vous de faire votre choix selon vos exigences en matière de restauration. L'idéal est de posséder le Blu-ray de 2010 et le 4K de 2024. Voilà, cette rétrospective sur Aliens est terminée. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures.